Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jonathan. Et ici nous te proposons des livres audio dans le but d'accroître ta connaissance en Christ. Parce que je suis convaincu qu'il s'agit de l'un des axes sur lesquels les enfants de Dieu doivent s'appuyer pour mener une vie chrétienne de manière efficace, productive et laisser un héritage aux générations à venir. Si tu souhaites faire partie de cette belle aventure, alors abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos hebdomadaires qui vont te donner une matière de contenu spécifique pour croître dans ta vie chrétienne. Sans plus tarder, lançons-nous à l'écoute de ce merveilleux livre intitulé La chèvre de ma mère. Le secret de la prospérité financière. Chapitre 1. La chèvre de ma mère. Mon père biologique était un homme très entrepreneur. Lorsque je suis né, en 1979, il disposait d'une grande ferme contenant des plantations de café, des troupeaux de béhufs, des chèvres, des moutons et des volailles. Il était sans doute l'un des plus riches du village et de la contrée. Nous mangions de la viande à volonté et notre vie était agréable. Mais, un beau jour, alors qu'il était à peine dans la quarantaine et moi 6 ans, il tomba malade. Son état de santé se détériora très vite et il décéda. Ce fut un certain jeudi saint de 1986. Il fut enterré le vendredi saint au soir, le village n'ayant pas de morgue pour garder le corps. Notre peine s'associa à celle de Jésus sur la croix. Notre vie bascula en une fraction de seconde juste après son enterrement. Car, selon la coutume en vigueur dans notre village perdu d'Afrique, les biens d'un homme n'appartiennent pas à ses enfants, mais à sa famille, et donc à son clan. Mes cousins paternels étaient dès lors des héritiers légitimes des avoirs de mon père, leur oncle. Ce système se nomme le matriarcat. Il est en vigueur dans certains coins du continent africain. Il s'agit vraisemblablement de la forme la plus primitive de l'organisation sociale. Mais, hélas, la tradition étant sacrée, qui pourrait la remettre en cause? Surtout pas ma mère qui avait grandi dedans. Nous devions donc quitter la maison paternelle et laisser tous les biens, y compris nos lits en bois et nos gobelets en plastique. Cependant, en signe de reconnaissance et par pitié pour nous, on offrit généreusement à ma maman et à la coépouse de son mari, mon défunt père étant polygame, une chèvre à chacune. C'est de ce drame familial que naquit cette fameuse histoire de la chèvre de ma mère qui me conduisit à construire mon propre capital à partir de petites économies. Mes auditeurs aiment souvent que je la leur raconte dans mes conférences. Par la suite, ils m'ont vivement encouragé à l'écrire sous forme de livre, c'est ce que j'ai fait, afin d'aider tous ceux qui cherchent à se lancer dans la vie sans argent et qui n'ont pas l'occasion d'assister à mes conférences. Selon eux, cette analogie avec la chèvre de ma mère permet de mieux comprendre le secret grâce auquel je suis parti de strictement rien et de bâtir une grande affaire me rendant millionnaire en 7 ans seulement. Nous nous mîmes alors en route vers le village de ma mère, situé à quelques 10 km de la ferme, laissant derrière nous cette dernière avec ses plantations vertes de café, ses troupeaux et ses volailles. Ma mère rentrait ainsi au bercail avec ses 5 enfants et une chèvre après avoir été mariée durant un quart de siècle avec mon père qui nous avait laissés seuls face à une tradition impitoyable. Notre chèvre, attachée à une corde, marchait devant nous sous la direction d'un frère aîné du nom de Patrice. Une chèvre, oui, cette chèvre. C'était notre seul héritage, notre seule richesse. Notre vie en dépendait. Mais, en tant qu'enfants, nous étions trop jeunes pour comprendre pleinement la situation dans laquelle nous nous trouvions à ce moment-là. Mais, route faisant vers le village de ma maman, les larmes incessantes qui coulaient continuellement sur ses joues, nous laissaient entendre que ce voyage n'était pas une randonnée touristique. 2. Pourquoi la chèvre ne devrait-elle pas être tuée? Arrivés au village, nous dûmes faire face aussitôt à une vie très difficile sur tous les plans. Les habitudes, spécialement alimentaires, n'étaient plus les mêmes. Oui, la vie peut vraiment basculer, croyez-moi. Nous refusions ce nouveau régime alimentaire basé essentiellement sur des feuilles de manioc, de patates douces ou de courges, préférant notre viande habituelle. Dès lors, nous demandions quotidiennement et avec insistance à maman de tuer la chèvre pour la manger. Notre mère souffrait terriblement de cette situation. Et pourtant, malgré ce fait et nos incessantes supplications, elle refusait de commettre cet acte. Nous étions déçus de son comportement et la considérions comme méchante. Un beau soir du mois de mai 1986, elle nous réunit autour du feu de bois et nous expliqua sa décision,
les larmes aux yeux, je fais cela pour votre bien, car si nous ne mangeons pas cette chèvre immédiatement, nous pouvons espérer sortir de la situation actuelle. Mais si, par contre, nous la mangeons aussitôt, après cela nous ne pourrons plus jamais nous en sortir. Comme je n'aurai plus de quoi subvenir à vos besoins, en conséquence, vous allez mourir l'un après l'autre. » Sur quoi les aînés se mirent à pleurer, car ils avaient enfin pris conscience de la gravité de notre situation. Plus tard, j'appris que, dans la seconde situation, j'aurais été le premier à mourir, étant le plus jeune et donc le plus fragile. Effrayés à l'idée que nous risquions notre vie, ils demandèrent à ma mère de ne pas la tuer, Dieu merci. On lui donna alors le nom de Mussolini, source de la vie. En évoquant ce souvenir, l'émotion me gagne. Mussolini, cette seule chèvre de laquelle dépendait toute notre vie, mangeait dans nos mains. Elle passait ses soirées accroupie, à côté de nous, autour du feu, au lieu d'être avec les autres chèvres du village, sentait l'affection et l'attention que toute la famille lui portait. La nuit, elle dormait à la porte de notre case en paille. Elle savait combien d'elle dépendaient nos vies. 3. Enfin, le miracle s'accomplit très vite. Mussolini, l'unique chèvre de laquelle dépendait tout notre avenir, commença à prendre du poids. Et un beau matin, à la grande surprise de toute la famille, le miracle surgit, elle donna naissance à une petite jolie chèvre. Vous ne pouvez imaginer notre joie et notre excitation. Nous avions à présent 2 chèvres. Puis, quelques mois après, Mussolini mit encore bas, cette fois-ci 2 jumelles. Les chèvres ne sont pas comme des vaches qui attendent plusieurs années pour se multiplier. La scène se répéta régulièrement. L'animal était décidé à nous sauver. Elle engendrait des jumeaux ou des triplés. Ces petits, à leur tour, procréèrent par une combinaison incroyable. Quelques années plus tard, la famille possédait un troupeau de chèvres et de boucs qui nous servait pour tous nos besoins, tant en termes de scolarité que d'alimentation. Nous avions retrouvé notre situation d'avant la mort de notre père. 4. L'avenir sacrifié. Vous savez désormais ce qui s'est passé avec la chèvre de ma mère. D'elle est né un grand troupeau. Mais qu'en était-il de la chèvre de ma belle-mère? Elle aussi s'était rendue au village de ses oncles avec nos demi-frères orphelins et leurs chèvres pour mener une vie de souffrance. Confrontée à des difficultés d'alimentation et à d'autres besoins urgents, elle se résolut à tuer et à manger son animal sans trop attendre. Sa chèvre fut donc sacrifiée avant d'avoir une descendance, tout cela pour une satisfaction immédiate. Nous apprîmes la nouvelle un beau jour lorsqu'elle nous rendit visite au village de ma mère. Entre parenthèses, je tiens à vous préciser que ces 2 femmes étaient en réalité des rivales, comme l'on dit aujourd'hui, même si nous pensions qu'elles étaient des sœurs, l'aînée et la cadette, d'une même famille tellement elles paraissaient s'entendre merveilleusement bien. Je me demandais comment mon père avait réussi un tel exploit. Notre belle-mère nous avoua qu'elle n'en pouvait plus de voir pleurer ses enfants qui réclamaient de la viande. Elle était très étonnée lorsqu'elle constata que nous possédions un grand troupeau de chèvres. Elle prit conscience qu'en sacrifiant son animal elle avait ainsi choisi la satisfaction immédiate aux dépens d'un avenir heureux. 5. De nouveaux maîtres et l'extermination des chèvres. Alors que de Mussolini naquit un grand troupeau, qu'en était-il des nombreuses chèvres de nos cousins? Le troupeau avait-il doublé ou triplé? Rien du tout. Ces derniers les avaient exterminés, tout comme leurs béhufs, les moutons et leurs volailles, dans un espace de temps relativement court. Que voulez-vous? Il est difficile, dit-on, de bien administrer les biens non acquis par ses propres efforts. Ce fut le cas pour nos cousins qui se retrouvèrent, du jour au lendemain, maîtres de l'héritage de leur oncle, mon père. Contrairement à ce dernier qui était éleveur, eux étaient fils biologiques de chasseurs. Dès lors, ils tuèrent le bétail de leur défunt oncle comme leur père abattait les antilopes dans la forêt. Par cette pratique, ils vidèrent toute la ferme de ses troupeaux. Un jour, alors que j'avais 10 ans, ma mère, mes frères et moi visitâmes l'exploitation. Il n'y avait plus aucune chèvre ni aucun mouton. Nous fûmes très étonnés. Et comme j'étais encore trop jeune pour savoir me taire, je demandai au responsable la raison de l'absence des animaux. Un peu embêté, il me répondit les avoir éliminés au profit des champs de manioc. Je savais que cette raison n'était pas la bonne, le travail dans les champs de manioc étant réservé aux plus démunis du village qui ne pouvaient s'acheter les chèvres. Mais ayant exterminé le bétail, il n'avait plus de choix que de survivre avec le champ.
Cette situation rappelle Adam et Ève, après avoir péché, ils perdirent la gloire et furent forcés de faire le champ. Ceux qui héritent de richesses sont souvent pressés de les dépenser. Ils pensent à tort, comme le bonhomme Richard de Benjamin Franklin, que ferait une si petite dépense devant cette grande fortune? Mais à force de puiser l'eau du puits sans rien y mettre, on finira par voir le fond. Quand le puits est vide, c'est alors que l'on connaît le prix de l'eau. C'est ce qui se passa avec nos cousins. Ainsi finit l'histoire de la chèvre de ma mère. D'elle naquit un grand troupeau. Celle de notre belle-mère fut dévorée sans descendance. Quant au troupeau de mes cousins, ils furent exterminés pour satisfaire leurs besoins immédiats. 6. Pourquoi ai-je écrit la chèvre de ma mère? Ma maman n'a jamais fréquenté l'école, même pas le niveau primaire. En ce 21e siècle, elle ne sait malheureusement pas lire l'heure. Pourtant, j'ai appris d'elle une grande leçon sur la richesse et l'enrichissement, qui me permit de partir de strictement rien et de devenir un grand homme d'affaires. Ma réussite est l'un des sujets principaux de mes conférences, coaching, cours ou séminaires sur le succès financier personnel. Lorsque je parcours le monde pour donner mes enseignements, je constate que les gens sont d'abord sceptiques. Victimes d'une idéologie coloniale selon laquelle il n'est pas bon de vouloir devenir riche, nombreux ne peuvent plus se libérer de cette croyance. Pour eux, avoir beaucoup d'argent, c'est un péché. Mais, après mes interventions, nombreux sont ceux qui finissent par comprendre qu'il n'y a pas de mal à vouloir avoir plus. Alors renaissent en eux le désir de réussir et un intérêt pour le succès financier. C'est alors qu'ils me demandent s'ils peuvent, eux aussi, au vu de leurs circonstances difficiles, espérer réussir comme moi. Ce à quoi j'ai toujours répondu énergiquement, oui. Selon moi, il est possible et restera toujours possible pour quiconque voudrait réussir à faire non seulement comme moi, mais aussi voire plus, s'il applique les principes que j'avais moi-même aussi appliqués pour résoudre mon problème. Ils se demandent presque toujours comment ils peuvent y parvenir alors qu'ils n'ont pas de fonds pour commencer. Plusieurs ont des idées géniales, mais pas d'argent. Je leur raconte alors l'histoire de la chèvre de ma mère. Une analogie qui prouve que la réussite reste envisageable et accessible. Dieu merci. Car partant de cette histoire, nombreux avouent parvenir à une bonne compréhension du principe de la création des richesses et finissent par se convaincre qu'ils peuvent eux aussi prendre leurs avenirs en main. De même, vous, lecteurs de cet ouvrage, s'il y a, en votre fort intérieur, un réel désir de réussir et si le manque de fonds vous freine, cette expérience peut vous aider, premièrement, à comprendre la loi à laquelle obéit inconditionnellement la richesse et, deuxièmement, à en faire la meilleure application possible afin de transformer votre avenir financier. La simplicité de l'histoire de la chèvre de ma mère devrait vous convaincre que vous pouvez vous aussi devenir riche, quelle que soit votre situation actuelle. En effet, cette sagesse simple contient un secret puissant qui peut transformer le destin de ceux qui la comprennent et l'appliquent. Il est ce principe de base par lequel toutes les grandes fortunes auprès desquelles recourent nos gouvernements avaient été construites avant le XVIIIe siècle. C'est l'expérience de mon échec, un diplôme pour rien. Je suis d'une génération qui a grandi avec l'illusion selon laquelle à l'école on nous apprenait comment réussir financièrement. Nos parents ne nous apprenaient que cela, va à l'école si tu veux devenir quelqu'un, si tu obtiens un bon diplôme, tu gagneras bien ta vie. D'ailleurs, la majorité de nos revenus provenant des chèvres fut investie dans mes études. Je fus le premier de toute la famille à fréquenter l'université. Mes études achevées, j'étais convaincu que j'étais bien formé pour travailler et devenir riche. Mais je fus confronté à un problème de taille, je ne trouvais aucun emploi valable avec mon diplôme de philosophie. 3 ans après mes études, je travaillais dur, car je voulais réussir, mais ne gagnais mensuellement que l'équivalent de $15. Le temps avait changé, nous étions en période de chômage. Le seul fait d'être titulaire d'un diplôme n'ouvrait plus automatiquement les portes aux bons emplois. Pour la première fois dans l'histoire de nos jeunes nations, on dénombrait plus de diplômés que d'emplois disponibles. S'il y avait des chômeurs parmi les juristes, les ingénieurs et les économistes, nous autres, philosophes, n'avions rien à espérer. C'était une branche qui ne payait pas. Je l'avais suivi faute de mieux, car c'était la faveur que les missionnaires me faisaient dans l'espoir que je pouvais devenir prêtre. À 28 ans, je pris conscience que mon rêve de réussite ne se réaliserait peut-être jamais, d'autant plus que le diplôme universitaire pour lequel j'avais consacré toute ma jeunesse n'était plus la garantie d'un succès. C'était un papier sans valeur.
Je craignais d'entrer dans la trentaine sans avoir fondé une famille et sans être capable de me prendre en charge ainsi que ma maman qui m'avait élevé grâce à sa chèvre. J'étais terrifié et préoccupé. Voulant absolument réussir, je tentais de toutes mes forces de trouver un travail, mais en vain. Puis, je cherchais une bourse pour sortir du pays et parfaire mes études, espérant ainsi qu'un diplôme m'aiderait à réussir. Mais les portes des bourses étaient hermétiquement fermées. J'élaborais plusieurs projets intéressants et me mis à la quête d'un financement. Là aussi, sans résultat. Après plusieurs vaines tentatives pour gagner davantage, ma situation devenait de plus en plus précaire. Je pense que vous êtes déjà passé par ce moment où la vie paraît sans issue. Je ne voyais vraiment pas gagner ma vie sans un bon emploi. C'est alors que je réfléchis pour la première fois en ces termes, comment ma mère qui n'avait pas été à l'école avait-elle réussi de nous élever tant bien que mal, mais moi malgré mon diplôme je ne suis même pas à mesure de me prendre en charge? Lorsqu'on est issu d'une famille pauvre, peut-on espérer réussir malgré tout? Comment trouver des fonds de départ pour se lancer dans une affaire? À ces questions, toutes les leçons apprises à l'école semblaient inefficaces. Vous ne me croyez peut-être pas maintenant, mais, un jour, vous me donnerez raison, l'école peut tout apprendre, sauf comment remplir ses poches. Même si nous voyons aujourd'hui en Afrique que des millions de gens qui sont sortis de l'école conventionnelle ne sortent pas de la pauvreté, personne n'a le courage de remettre une certaine conception en cause. Réussir financièrement semble être le plus grand défi de la majorité des Africains même parmi les plus diplômés. Même si certains inconscients continuent à répéter machinalement que l'argent est la source de tous les maux. Je pense que c'est le contraire. C'est la pauvreté qui est la source de beaucoup de difficultés. Et notre continent en est la preuve. Ne trouvant aucune réponse satisfaisante à mes questions, je me posais une autre interrogation, comment ma mère, illettrée, est-elle parvenue à nous élever, alors que moi, avec un important diplôme, je n'arrive à rien du tout? 8. Le secret de ma mère. Une question bien posée peut contenir une bonne partie de la réponse. C'est grâce à la réflexion suscitée par ce questionnement qu'un jour je parvins à établir le parallélisme entre la chèvre de ma mère au village et les billets de banque en ville. Je finis par comprendre que Vous venez d'écouter un extrait du livre « La chèvre de ma mère » par Ricardo Kanyama. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Théophile Livre Audio et activez la cloche de notification afin de découvrir d'autres extraits inspirants. Si vous souhaitez enrichir vos connaissances sur Jésus-Christ et grandir dans une foi ancrée dans la parole de Dieu, abonnez-vous à la chaîne YouTube Théophile Livre Audio. C'est la seule chaîne chrétienne dédiée aux livres audio d'auteurs chrétiens. Retrouvez en description un lien pour commander le livre de Ricardo Kanyama via nos services de distribution. En vous abonnant à notre chaîne YouTube Théophile Livre Audio, vous recevrez une surprise en cadeau avec votre commande du livre « La chèvre de ma mère ». À bientôt,